am na doom caramel la laaj. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le numéro 12 de nos séries 3 des Citizen Legs. Aujourd'hui, nous parlerons investissement post-Covid en Afrique subsaharienne avec notre ami et frère El Hadj Ibrahima Thiaw, qui est un banquier d'investissement.
Ces conférences Citizen Legs, pour rappel, sont présentées ou organisées par les associations suivantes: Legs Africa, JIDER, la Fondation Heinrich Böll, Lead Sénégal, et tout sous la main d'œuvre de Manager Pots avec Mohamed Niass. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, nous parlons investissement post-Covid, en Afrique subsaharienne en particulier, avec Ibrahima Thiaw, qui est un banquier d'investissement qui jouit d'une expérience de plus de 15 ans dans le domaine des financements, du commerce et des investissements en Afrique subsaharienne. Ibrahima est présentement le représentant résident pour l'Afrique subsaharienne de la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation d'une institution membre du groupe de la Banque islamique de développement. Ayant 16 pays membres dans sa zone de couverture, il a aidé à structurer et à financer des projets d'envergure dans plusieurs pays membres, dont les plus récents sont la construction d'une usine de traitement d'eau potable en Côte d'Ivoire, le mécanisme du secteur agricole au Nigeria, ou encore d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, dont l'objectif est l'autosuffisance alimentaire et la création de plus de 5 millions d'emplois pour les jeunes Nigériens. Ce n'est que quelques exemples. Avant ses responsabilités à IEC BID, Ibrahima a exercé les fonctions de directeur de l'ingénierie financière à Everest, directeur d'agence Diamond Bank, directeur adjoint de l'agence de crédit agricole, député représentatif pour Bureau Afrique de la Banque Import-Export de l'Inde. Ibrahima est titulaire d'un MBA en finance internationale de l'Université Paris-Dauphine, d'un master en finance de l'Université Panthéon-Sorbonne et d'un master 2 en ingénierie financière de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est passionné de lecture, de sport et des questions qui touchent le développement en Afrique en particulier. Au cours de ces discussions, nous allons échanger autour de 3 points. Le premier, le contexte du Covid et les répercussions sur les flux des investissements en Afrique subsaharienne. Le deuxième point, autour de la problématique des investissements dans le domaine des infrastructures en Afrique subsaharienne. Et le troisième, les solutions et mécanismes de financement pour réduire le gap des investissements en Afrique subsaharienne. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir, Fanta. Merci. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. Passionné de lecture, de sport. Je pense que la lecture, vous avez fait le plein ces derniers mois. Le sport, peut-être un peu moins à domicile. Comment avez-vous vécu cette crise du Covid-19? Écoutez, cette crise a surpris tout le monde. Hein. Ça nous a surpris. Moi en particulier parce que voilà, donc j'ai l'habitude en fait, de faire des périples dans la sous-région et dans d'autres pays en raison de mon travail. Donc, ça a en fait bouleversé un peu la structure de nos activités. Mais bon, comme on dit, hein, c'est la volonté de Dieu et on fait avec. Sur le plan personnel, professionnel, cette crise a eu énormément de répercussions sur nos pays, sur la manière de les gérer. Et on avait prévu un peu l'hécatombe, le monde avait prévu l'hécatombe au niveau de l'Afrique, tant sur le plan sanitaire, mais surtout sur le plan financier. Alors, première analyse brève avant qu'on aborde les 3 points sur lesquels nous allons échanger. Comment jugez-vous la gestion africaine de la crise? Ou en tout cas des pays que vous maîtrisez? Oui, écoutez, je pense que l'Afrique quand même a montré une certaine résilience par rapport en fait à l'avancée de la crise. Et cela, je pense que c'est principalement dû moi je dis, à la jeunesse, n'est-ce pas, africaine. L'Afrique est un continent jeune, constitué de jeunes. Donc, ce qui fait que la progression de la crise n'a pas été comme prévu. Nous avons vu, par exemple, des sommités comme le secrétaire national de l'Organisation des Nations Unies, n'est-ce pas, en fait, prévoir des millions de morts en Afrique. On a vu d'autres personnalités qui se sont prononcées sur la question. Mais heureusement pour nous, en fait, ces prévisions n'ont pas été au rendez-vous sur le plan sanitaire. Bon, comparé à ce qui s'est passé aux États-Unis, en Europe et un peu partout dans le monde. Donc, sur ce plan-là, on ne peut que s'en satisfaire et s'en féliciter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire parce que, bon, sur le plan sanitaire, on s'est rendu compte qu'il y a des fossés qui devraient être, n'est-ce pas, réglés, résorbés. Mais je pense que globalement, en fait, nous pouvons en fait, nous satisfaire pour le moment de ce qui s'est passé et essayer d'apporter des mesures de correction. Maintenant, sur le plan économique, il y a quand même des répercussions
parce que l'Afrique est très dépendante donc, du monde extérieur. Nous avons vu, n'est-ce pas, une récession, n'est-ce pas, qui s'est annoncée et qui s'est installée. Donc, la prévision de croissance qui était de 4% sur 2020 va drastiquement, n'est-ce pas, être revue à la baisse. On parle même de moins de 2% de croissance sur le continent. Mm-hmm. Exactement. Ça campe bien le débat sur cette première partie, le contexte du Covid-19 et les répercussions sur le flux des investissements en Afrique subsaharienne. Avant le Covid, quel était ce contexte d'investissement en Afrique subsaharienne? Comme vous l'avez dit déjà brièvement, on attendait des taux intéressants. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais comment était la situation avant le Covid? Déjà pour qu'on campe et qu'on voit la différence. Oui, le contexte était favorable. Comme vous le savez, l'Afrique est aujourd'hui l'une des principales destinations d'investissement dans le monde. Parce que c'est un continent dynamique, c'est un continent où il y a des ressources naturelles, c'est un continent où tout est à faire. Donc, les marges en termes d'investissement et de financement sont énormes. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est en quelque sorte la ruée vers l'or. Donc, c'est un continent qui est très prisé. Vous allez voir qu'en fait, des pays comme la Chine ont développé des stratégies grandioses comme la route de la soie, n'est-ce pas? Le Japon a développé aussi des stratégies, l'Europe, les États-Unis, la Russie. Tous les pays aujourd'hui ont un plan pour l'Afrique. Pourquoi? Tout simplement, l'Afrique présente des opportunités qui font qu'en fait, c'est un continent, n'est-ce pas, où il faut être pour les investissements, mais aussi pour tirer profit donc, de tout ce qu'il y a comme ressources naturelles, etc. Donc, le contexte qui s'est présenté avant Covid, c'est un contexte favorable, n'est-ce pas, où l'Afrique attirait le flux des investissements directs étrangers, où, en fait, sur le plan politique et sur le plan des législations, il y avait en fait la mise en place de situations économiques, de cadres, n'est-ce pas, de cadres en fait juridiques qui permettent, n'est-ce pas, le développement des affaires et par voie de conséquence de la croissance. Donc, comme on dit, la croissance est recherchée. On ne mange pas la croissance, mais la croissance est une chose extrêmement importante pour mesurer le niveau de développement d'un pays. Aujourd'hui, si on parle de régression de cette croissance au niveau de l'Afrique, ça pose problème, mais je pense qu'au cours du débat, nous pourrons éclairer, n'est-ce pas, la lanterne de vos auditeurs et de vos suiveurs sur le net. Merci beaucoup, Ibrahima. Dans ce contexte donc du Covid, quelles sont les répercussions sur le flux d'investissement en Afrique subsaharienne? Écoutez, en fait, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le besoin d'investissement. Comme vous le savez, l'investissement est ce qu'on appelle le moteur de la croissance. Donc, pour que la croissance soit boostée, il faudrait nécessairement qu'il y ait en fait un flux d'investissement important en Afrique, parce que c'est de l'Afrique qu'il s'agit. Donc, pour vous donner un peu en fait des chiffres concernant en fait les investissements, je vais vous dire juste ce qui est en train d'être projeté. Donc, il y a ce qu'on appelle l'objectif de développement durable. Donc, des Nations Unies qui vise en 2035, n'est-ce pas, à atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc, il est estimé, n'est-ce pas, qu'il faudrait, pour résorber le gap d'investissement, je parle maintenant sur le plan mondial, il faudrait 4,5 trillions de dollars. Donc, 4,5 trillions de dollars, c'est le gap d'investissement à travers le monde. Et si on prend en compte le niveau de sous-développement de l'Afrique, l'Afrique a besoin, n'est-ce pas, de tout faire. Les routes, les chemins de fer, les hôpitaux, les infrastructures pour l'éducation, etc., etc. Donc, l'Afrique doit cristalliser ou bien attirer la plupart de ces investissements-là qui, en fait, doivent permettre d'atteindre les objectifs de développement durable. Maintenant, il faut savoir que les flux d'investissement
n'est-ce pas, qui sont faits par les canaux traditionnels, se chiffre à 172 milliards de dollars. 172 milliards de dollars, c'est à peu près moins de 18 fois ce qu'il faut pour atteindre les objectifs de développement durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a comme flux classique d'investissement, il faudrait le multiplier par 18 pour pouvoir résorber le gap d'investissement au niveau mondial. Et les infrastructures qui sont en fait le nœud gordien en Afrique constituent à peu près 72% en fait de ce montant, parce que les infrastructures absorbent la plupart des flux des investissements dans le monde. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que avec ce qui est disponible comme possibilité de financement dans le monde, parce qu'il y a des agents à capacité de financement, il y a des philanthropes, il y a des banques qui ont de la liquidité et qui pourraient les diriger vers en fait des investissements un peu partout dans le monde. Il faudrait, n'est-ce pas, il faudrait 1,4% de ce qui est disponible à travers le monde comme possibilité d'investissement. On parle de 218 trillions de dollars, c'est-à-dire ce qui est disponible comme capacité de financement et d'investissement dans le monde, n'est-ce pas, est de 218 trillions de dollars. Et nous avons besoin de 1,4% de ce montant-là, 1,4%, je dis bien, pour pouvoir résorber le déficit pour atteindre les objectifs de développement durable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde a de l'argent. Ça veut dire qu'il y a la disponibilité dans le monde. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la distribution de ce montant-là et les moyens de lever ces montants-là, c'est ces moyens-là qui font défaut. Et malheureusement, en Afrique, ce qui se passe, surtout en Afrique subsaharienne, c'est que les flux de ces investissements-là ne viennent pas souvent en Afrique parce qu'il y a des risques associés à la politique. Il y a ce qu'on appelle des risques politiques. Il y a des risques liés tout simplement en fait, au non-remboursement, parce qu'un État peut s'engager dans un investissement, prendre une dette et ne pas avoir la possibilité budgétaire de répondre favorablement à cet endettement. Donc voilà en fait de façon très ramassée ce qui est en fait une cartographie de la situation et en Afrique subsaharienne et dans le monde. Merci beaucoup. Les chiffres sont énormes. C'est des montants qui peuvent donner le tournis à des gens qui aujourd'hui patrouillent dans l'eau, mais qui vont aider qui nous aident à voir un peu plus clair sur la situation. Nous avons déjà quelques questions sur cette première partie. Je vais les relayer pour vous. La première, elle est relative au fait qu'on a vu énormément de chefs d'État africains en particulier soutenir l'annulation de la dette dès les premières heures de la crise. Vous êtes pour ou contre cette annulation de la dette? Ça, c'est une vaste question, n'est-ce pas? Vous savez, en fait, la dette est une vieille question. Aujourd'hui, il faut dire que nous ne pouvons pas nous passer de la dette. Comme disaient les Américains, ils disent, il y a quelqu'un qui disait que money makes the world go round. C'est l'argent qui fait tourner le monde. Mais ils disent non, it's not money, it's credit. Donc, le crédit est important pour pouvoir réaliser des investissements, surtout quand il s'agit des investissements importants, n'est-ce pas, qui doivent consommer une partie importante de ressources. Donc, il faudrait un crédit. Maintenant, la problématique, c'est quoi? C'est comment prendre ce crédit-là? Quels sont les taux qui sont liés à ce crédit? Comment contracter la dette? Quels sont les mécanismes de financement qui sont disponibles pour permettre à un État, n'est-ce pas, d'amoindrir, n'est-ce pas, les taux de contraction d'une dette? Donc, pour moi, la question, elle est simple. On a besoin de crédit, mais il faudrait savoir comment emprunter. C'est toute notre problématique. Parce que si vous voyez bien, depuis les ajustements structurels, l'Afrique, n'est-ce pas, a essayé, n'est-ce pas, de jongler avec la dette, avec le crédit, avec
la Banque mondiale qui a essayé de rationaliser. Mais il faudrait savoir qu'en fait, nos États n'ont pas toujours suivi, n'est-ce pas, les politiques de crédit qui étaient édictées. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de priorités qui sont dans nos pays. Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a les infrastructures, il y a beaucoup de choses qui font que les États sont souvent obligés et forcés à prendre des crédits. D'accord. Mais le problème qui se pose, c'est que la dette a atteint une proportion qui fait que le remboursement, le service de la dette pose problème. C'est qui en fait est le soubassement de ce service de la dette exorbitant, c'est le taux de crédit auquel les États ont emprunté. Donc, moi, je dirais qu'en fait, les États ont intérêt à s'entourer de personnes qui ont l'expertise de comment emprunter. Et je pense que cette problématique-là fait en fait l'objet d'un déficit, je veux dire, criard chez nous, c'est-à-dire en Afrique, parce que les États, les ressources ne manquent pas, hein, les personnes qui ont cette capacité ne manquent pas, mais ils ne font pas souvent de la politique. Et c'est les politiciens qui décident, et c'est eux qui vont aller négocier avec les institutions internationales, et souvent c'est au détriment de nos économies. Exactement. Donc, voilà. Allez-y. Donc, je dirais la dette, oui, mais la dette, comment? La dette, oui, mais la dette, comment? La deuxième question, elle est relative au fait que la pandémie remet en question les priorités en termes d'investissement pour des économies déjà très fébriles. Comment l'Afrique pourrait-elle s'en sortir? Quel mécanisme de financement? La pandémie, oui, en fait, il y a une question qui se pose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pandémie a réduit notre capacité budgétaire. D'accord? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités qui se sont faites. Il y a beaucoup de pays, à l'instar du Nigeria, du Ghana, qui étaient dépendants des recettes d'exploitation sur le pétrole. Et ces pays-là ont subi de plein fouet, n'est-ce pas, cette crise du coronavirus. D'autres pays qui avaient l'habitude d'échanger avec le reste du monde sur le plan commercial aussi ont subi de plein fouet cette crise du coronavirus. Des pays comme le Sénégal, qui ont en fait des potentialités sur le plan touristique, n'est-ce pas? Le tourisme avait déjà, en fait, connaissait déjà des problèmes au Sénégal, mais la crise a exacerbé ces problèmes. Aujourd'hui, le Sénégal fait beaucoup d'exportations de produits halieutiques, n'est-ce pas? De produits horticoles, etc. Et cette crise-là a fait qu'en fait, les prévisions, n'est-ce pas, budgétaires ont été revues à la baisse. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, avec cette crise du coronavirus, nous avons, en fait, notre économie s'est rétrécie. D'accord? Notre économie s'est rétrécie. Donc, les prévisions budgétaires ne seront pas au rendez-vous. Donc, les États sont obligés maintenant de demander des mesures de réduction de la dette. C'est ce qui s'est passé. Ils ont demandé, en fait, des reports d'échéance. Et cela n'est pas sans conséquence. D'accord? Parce que quand on prête au temps. Donc, si tu reportes l'échéance d'un crédit, ça aura en fait des répercussions sur le décalage qu'il y a entre le temps où tu devais payer et le report. Donc, tout ça, c'est des choses qui font qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez alarmante. Donc, ce qui va se passer, c'est que les pays qui, je veux dire, les institutions financières qui ont la possibilité de prêter vont regarder tous ces paramètres-là avant de sortir l'argent. En général, s'il y avait, par exemple, une garantie souveraine, il y a
en fait, des possibilités de capter des ressources, mais aujourd'hui, ils ne regardent plus que la garantie souveraine. C'est pourquoi, en fait, il y a des mécanismes, n'est-ce pas, qui sont disponibles pour essayer de contourner ces problématiques-là. Et c'est ces mécanismes-là en fait, au cours de notre discussion, je voudrais en fait étaler pour dire qu'en fait, les États ont la possibilité aujourd'hui d'utiliser ces mécanismes, n'est-ce pas, pour attirer les investissements, mais aussi pour réduire le taux d'endettement auquel ils contractent ces crédits-là. D'accord. Ça nous permet de rebondir et de passer à la partie 2, la problématique des investissements dans le domaine des infrastructures en Afrique subsaharienne. Vous avez parlé de stabilité politique, de contexte du pays, etc., de garantie. Mais donc, ça fait partie d'une des problématiques majeures dans le domaine pour permettre aux investisseurs de venir en Afrique. C'est des contraintes majeures. Mais au-delà de ça, quelles sont les problématiques pour des investissements dans le domaine des infrastructures en Afrique subsaharienne? Oui, en fait, vous savez, ce qui se passe, c'est que il faudrait des infrastructures. Ça, c'est indéniable. Nous sommes dans des pays où tout est à construire. Si vous créez une unité, n'est-ce pas, de transformation, cette unité-là ne suffit pas à elle seule pour tourner. Il faudrait des routes pour transporter la production. Il faudrait, par exemple, comment dirais-je, des moyens, n'est-ce pas, qui, en fait, ce qu'on appelle des externalités positives, qui font qu'en fait, l'unité que vous avez créée autour d'elle un écosystème qui permet en fait de créer, n'est-ce pas, de la valeur. Maintenant, ce qui se passe, c'est que en Afrique, n'est-ce pas, tous ces unités-là, que ce soit les routes, que ce soit les chemins de fer, vous voyez qu'en fait, les États même ont créé des programmes de développement. Au Sénégal, vous avez le plan Sénégal émergent. En Côte d'Ivoire, vous avez le plan de développement économique et social. Dans tous les pays, il y a une logique de création de plans de développement. Et si vous regardez bien ces plans-là, le volet infrastructure occupe une place primordiale. Parce que les infrastructures absorbent beaucoup de liquidités. Vous avez besoin de beaucoup d'argent pour créer des infrastructures, que ce soit des routes, des chemins de fer, etc. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que comment attirer ces investissements-là? Et je vous ai dit tout à l'heure que le risque associé à certains pays est tellement élevé que les investisseurs ne veulent pas mettre leur argent. D'accord? Donc, il y a le risque politique, je vous avais dit. Il y a le risque, par exemple, dans le risque politique, vous avez le risque de breach of contract. Par exemple, s'il y a un État qui a contracté une concession, par exemple, et que bonjour, l'État se lève pour exproprier, n'est-ce pas, le bénéficiaire de cette concession. Tout ça, on l'a vu en Guinée, on l'a vu au Zimbabwe, on l'a vu dans d'autres pays d'Afrique, qui font qu'en fait, les investisseurs réfléchissent à deux fois avant de mettre leur argent. Il y a aussi le volet, par exemple, equity, c'est-à-dire que quand un investisseur a son argent et décide dans un circuit non bancaire, décide de prendre cet argent-là et de l'investir dans un projet en Afrique, cet investisseur a besoin d'être sécurisé. Vous savez, il y a des mesures incitatives que les États mettent en place, n'est-ce pas, pour attirer des investisseurs. Ça peut être, par exemple, des réductions des crédits de TVA, des réductions de la TVA, n'est-ce pas? Ça peut être, en fait, comment dirais-je, des dotations en terre, etc. Il y a tellement de mesures qui font qu'en fait, quand l'investisseur vient, n'est-ce pas, il se sent en sécurité pour pouvoir mettre son argent. Mais maintenant, derrière, l'investisseur a besoin de plus de sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'État ne respecte pas ses engagements, qu'il y ait une entité supranationale, n'est-ce pas, en mesure de me venir en aide. C'est pourquoi des institutions multilatérales comme la BID, n'est-ce pas, comme la Banque mondiale, n'est-ce pas, comme, n'est-ce pas, ETI, ce sont des institutions qui ont en fait cette possibilité
qui trônent au-dessus des États et qui ont la possibilité, parce que ces États-là sont membres de ces institutions, de pouvoir en fait agir en termes de couverture de risques pour donner plus de sécurité à ces investisseurs-là pour venir faire les investissements en Afrique. Maintenant, les infrastructures, il faut savoir que il y a un réel problème, n'est-ce pas, sur le plan des infrastructures. Le problème, c'est qu'en fait, en Afrique, on ne met pas en place des infrastructures productives. Si vous voyez bien, la plupart des investissements qu'on fait, c'est plus des vanity projects. C'est des projets où le président essaie, par exemple, de montrer sa grandeur, donc où voilà, des millions, des milliards sont mis en place, n'est-ce pas? Alors que, par exemple, sur le plan de la création d'emplois, ce projet-là ne va pas créer de l'emploi. Sur le plan, en fait, de la génération de cash flow, de ressources, parce que le projet, si c'est un project finance, doit être en mesure de générer assez de ressources pour rembourser même, n'est-ce pas, le crédit qui a été contracté. Or, la plupart du temps, ce n'est pas sur le projet que les États comptent pour rembourser le crédit, mais c'est sur le budget de l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui fait qu'en fait, on est dans une dynamique où le budget est grevé, d'accord? Donc, à terme, l'État sera à genoux parce qu'il y aura tellement de services de la dette qui vont s'accumuler que l'État ne pourra plus honorer les engagements et sera nécessairement en cessation de paiement. Oui, Ibrahim, tu as parfaitement raison, mais je retiens le terme Vanity Project qui vient à point, qui peut servir pour illustrer, en tout cas, les projets qu'on voit dans beaucoup de pays africains. On ne va pas singulariser. On a une question. Est-il possible de couvrir le risque pays en mutualisant les dettes entre les pays de l'UEMOA, voire CEDEAO? Mutualisant les dettes. En fait, vous savez, chaque pays a une notation. Vous voyez ce que le Sénégal est noté. Parce qu'en fait, les agences de notation, vous les connaissez, Fitch, Moody's, n'est-ce pas? Même en Afrique, on a Wara, d'accord? On a Bloomfield, n'est-ce pas, qui fait des notations d'entreprise, etc. Donc, voici des agences qui ont la capacité de donner, en fait, une note à un pays. Et cette notation est très importante. Pourquoi? Parce que les investisseurs qui ont la capacité de financement regardent ces notations avant de mettre l'argent. Donc, mutualiser en fait, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, serait on ne peut plus difficile. Parce que quand l'investisseur fait son investissement, il a déjà un pays en vue. Donc, le projet dans un pays. Deuxièmement, il regarde la notation du pays. Troisièmement, l'engagement est souverain. Donc, c'est l'État du pays, l'État par exemple, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, qui prend l'engagement de prendre sur son budget, n'est-ce pas, le montant nécessaire pour le remboursement. Donc ça pose problème, le problème de l'intégration de l'Afrique, ça pose le problème en fait, de prendre l'Afrique, n'est-ce pas, comme un seul État. On n'est pas dans cette situation. Donc, c'est pourquoi il est recommandé, en fait, d'aller vers cette intégration de l'Afrique, vers cette, comment dirais-je, cet États-Unis d'Afrique, pour qu'en fait, l'Afrique puisse avoir une plus grande force de frappe et envisager ces genres de mécanismes. C'est une idée très pertinente, mais malheureusement, en ce moment-là, on n'est pas en mesure de le faire. Oui. La problématique, une des contraintes majeures, vous l'avez dit et répété, c'était la question politique. La Côte d'Ivoire est un pays dans lequel vous avez fait un investissement important. Aujourd'hui, c'est un moment fort de la vie politique en Côte d'Ivoire.
Sur 44 candidatures à la candidature à la présidentielle, 4 ont été validées par la Cour qui devrait siéger, à savoir M. Bertin, M. Nguessan, M. Aimé et M. Ouattara. Donc, les grandes pontes qu'on attendait, que ce soit Soro, Bédier ou encore toutes ces personnalités-là, ne sont pas retenues par la Cour constitutionnelle ivoirienne. Comment analysez-vous la situation dans les jours qui viennent dans ce pays? Écoutez, si on prend les faits, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il y a des raisons de s'inquiéter. Maintenant, il faut quand même dire qu'il y a eu des avancées ces 10 dernières années. Ça, il faut le mettre au crédit du président Ouattara. C'est vrai que sur le plan moral, sa présentation pour un troisième mandat peut être questionnée, d'accord? Vu qu'il avait déjà déclaré qu'il ne se présenterait pas. Maintenant, sur le plan politique, vous savez, comme disait le président Lamine Gueye, la politique, c'est comme en fait une femme enceinte. Donc, on ne sait jamais. Donc, tu peux toujours te retrouver avec l'enfant entre les mains du jour au lendemain. Donc, il y a des logiques politiques qui sont en train d'être mises en œuvre en Côte d'Ivoire. Maintenant, il faudrait voir l'aspect, n'est-ce pas, économique, n'est-ce pas? Quelle est en fait la trajectoire que la Côte d'Ivoire a prise ces 10 dernières années? Et si aujourd'hui, moi j'analyse ça, je dis que la Côte d'Ivoire quand même a fait du bon travail, n'est-ce pas? Il y a un regain de confiance des investisseurs, d'accord? Il y a un afflux d'investissements. Nous-mêmes, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a clôturé beaucoup de transactions en Côte d'Ivoire. Et c'est des investissements quand même qui touchent la population. Vous avez cité tout à l'heure le projet d'unité de potabilisation d'eau de la ville d'Abidjan qui touche quand même 2 millions de personnes en Côte d'Ivoire, à Abidjan. D'accord? Ce genre de projet-là, si un président a eu la chance de le faire, n'est-ce pas, ça pèse lourd sur sa balance. Maintenant, est-ce qu'il a le droit de se représenter constitutionnellement? Je pense que la Constitution ne l'interdit pas. En fait, il n'y a pas une interdiction, comme par exemple c'est le cas du Sénégal, de se représenter. Constitutionnellement, c'est défendable. Bien vrai que je ne suis pas en fait de cet avis parce que je crois que quand même les pays ont des ressources, du potentiel qui font qu'en fait, une seule personne ne peut pas dire que voilà, sans moi, c'est rien. Le président Ouattara a quand même fait du bon travail, mais dans son entourage, il ne peut pas manquer de personnes capables de conduire les destinées de ce pays. Et je pense qu'il faudrait quand même se tourner résolument vers ces genres de perspectives, donner la chance à la jeunesse. Le président Macron a été président de la France à moins de 40 ans. Donc, il y a du potentiel en Afrique. Il y a des jeunes qui se sont formés, qui ont fait leurs humanités dans de grandes universités et qui ont la compétence de conduire les destins de ces pays-là. Il faudrait que l'Afrique, quand même, se tourne vers ces options-là, n'est-ce pas? Pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre en compte les challenges de ce monde. Parce que la problématique du financement, c'est un problème très sérieux. Et on ne le règle pas avec la politique, tout simplement. On le règle avec des compétences qui permettent, n'est-ce pas, à des États, avec des mécanismes connus, n'est-ce pas, des connaissances éprouvées, de lever de l'argent et de s'en servir pour développer leur pays. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ce point. Merci beaucoup. J'ai dit Aimé, mais c'était Bédier, Conan, Henri Aimé.
Et il est bien là et c'est Gbagbo. Gbagbo qui n'est pas là, Laurent Gbagbo qui n'est pas là. Donc, je répète, ils seront 4. Kouadio Konan Bertin, Afin Guessan, Bédié Konan Henri Aimé, Alassane Ouattara. La situation nous intéresse et nous préoccupe parce que c'est toute la sous-région qui est perturbée aujourd'hui. Au-delà de la Côte d'Ivoire, vous avez les mêmes soucis en Guinée, le Mali avec la junte et les militaires au pouvoir en mode transition. Nous, en eau trouble, on ne sait pas si on est en mode deuxième. Il n'y a pas de réponse claire, en tout cas. Au moins, lui, bon, il n'y a pas de réponse claire, même si le référendum avait clarifié les choses pour tout le monde. Mais voilà, le contexte ne prête pas aux investissements et ne rassure pas les investisseurs. Donc aujourd'hui, votre travail n'est pas facilité par ces contextes politiques en Afrique subsaharienne et en Afrique de l'Ouest, en tout cas, tout ce qui environne notre pays, le Sénégal. Mais nous, il y a encore 4 années de mandat. 4 années de mandat avec des investissements, des emprunts forts qui ont été faits à gauche et à droite pour des projets d'envergure pour certains, d'autres de vanity, comment vous appelez, vanity project. Il y en a quelques-uns aussi. Mais d'un point de vue professionnel, comment analysez-vous en gros les investissements qui ont été faits par le Sénégal les 20 dernières années? Allons-y pour les 20 dernières années. Ça, c'est une vaste question. Dans 2000 à maintenant. Oui, parce oui, que le problème n'est toujours pas réglé. On est encore dans les inondations. Pour le Sénégal. Oui. Oui, pour le Sénégal, il faut... on est un peu mitigé. Hein? C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il y a 2 régimes qui se sont quand même succédés ces 20 dernières années, avec en fait une forte présence donc, de Abdoulaye Wade au début de l'an 2000, qui a quand même cette compétence d'économiste, n'est-ce pas, qui a cette possibilité d'attirer les investisseurs. On l'a vu, le milliard était l'unité de valeur le plus, répandu, n'est-ce pas, au Sénégal. Tout le monde parlait des milliards. Donc, parce que Abdoulaye Wade avait quand même cette capacité, le président Wade, n'est-ce pas, de convaincre les investisseurs. Il avait ce charisme et cette aura. Donc, on a vu, en fait, que sous son régime, il y a eu beaucoup de projets qui sont sortis de terre, n'est-ce pas? Il y a eu l'autoroute à péage, il y a eu l'aéroport, n'est-ce pas, que le président Macky a inauguré, etc. Donc, il y a eu, en fait, n'est-ce pas, l'APIX qui a joué un rôle extrêmement important dans le cadre des grands travaux au niveau du Sénégal. Donc, pour moi, ce volet-là est un volet extrêmement positif. Bon, il y a l'aspect politique, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais je pense que sur le plan de l'attrait des investissements étrangers, le doing business, n'est-ce pas, la mise en place d'un cadre, n'est-ce pas, incitatif à l'investissement, c'est quelque chose sur lequel le président Wade a fait un excellent travail. Donc, maintenant, il y a eu des investissements quand même qui n'ont pas, en fait, ils ont injecté de l'argent dans des projets qui n'ont pas été en fait des projets économiquement viables, n'est-ce pas, et qui profitent à la population. Parce qu'il faudrait aussi que nos investissements, parce que nous sommes des pays pauvres, il ne faut pas l'oublier, nous sommes des pays pauvres. Aujourd'hui, il y a des femmes jusqu'à présent qui décèdent au Sénégal parce qu'ils n'ont pas de voiture pour les transporter quand ils sont comment dirais-je, ils doivent donner naissance n'est-ce pas, et donc quand ils sont enceintes, ils n'ont pas en fait la possibilité de se faire consulter avec des structures de santé appropriées, etc. Donc tout ça, en fait, il faudrait que cette conscience soit au rendez-vous. Donc il faudrait investir dans des endroits, moi je pense que l'éducation, la santé, n'est-ce pas, l'agriculture, d'accord, les infrastructures, voilà des priorités d'investissement où l'État ne devrait pas lésiner sur les moyens. Parce que si tu n'as pas de personnes en bonne santé, le pays ne fonctionne pas. D'accord? Si tu n'as pas de personnes éduquées, d'accord, qui puissent profiter des opportunités, parce que quand les investisseurs viennent, ils viennent parce qu'il y a la main-d'œuvre est moins chère,
mais ils viennent aussi parce que cette main-d'œuvre est qualifiée. Ouais. Exactement. Donc, les dépenses sur l'éducation, Abdoulaye Wade avait dit, bon, j'ai investi 40% de mon budget sur l'éducation, mais bon, après, voilà, il faudrait se questionner par rapport à tout ça. Donc, moi, je dis que, bon, le bilan de Wade, quand même, sur le plan des investissements, des infrastructures, etc., a été plus ou moins positif. Maintenant, le président Macky Sall, qui est au service, n'est-ce pas, actuellement, a fait en fait des avancées sur certains projets. Maintenant, en fait, il faudrait aussi se poser des questions par rapport à la pertinence de certains de ces projets si on le compare avec l'urgence sur d'autres. Vous voyez? Donc, c'est un peu des arbitrages parce que la politique, la gestion de l'État aussi, c'est ça, c'est des arbitrages. Donc, est-ce qu'il faudrait, par exemple, privilégier le financement, supposons par exemple, d'un stade, par exemple, je dis n'importe quoi, au détriment du financement de l'agriculture? Est-ce qu'il faudrait privilégier le financement des structures de santé au détriment je ne sais pas quoi encore, du financement d'un projet de construction, je ne sais pas moi, de moyens de distraction, etc. Donc, tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser et la réponse, c'est oser. Voilà. Donc, parce que tous ces projets-là qui sont financés, c'est de l'argent qui va grever notre budget. Et le problème qui se pose, ce n'est pas que sur un régime, c'est l'endettement intergénérationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président Macky Sall peut faire son mandat et le président qui va venir continuer à payer des dettes que le président Macky Sall a laissées. Et ça va continuer parce que toutes ces dettes qu'on contracte, aujourd'hui, on a parlé du cas de la Chine. La Chine, sur la route de la soie, a promis d'investir presque 60 milliards de dollars en Afrique. D'accord? Donc, si la Chine veut faire ça, pourquoi? Donc, la Chine c'est une grosse machine. La Chine a besoin de matières premières. L'Afrique est le continent par excellence des matières premières. Donc, aujourd'hui, si on s'inscrit dans une dynamique d'endettement sur le long terme, où on est comment dirais-je, accablé par le fardeau de la dette, on va arriver à un moment où, n'est-ce pas, on ne pourra plus payer la dette et les pays qui nous financent vont nous dire, écoutez, vous n'avez pas de quoi payer, donnez-nous des terres. Vous n'avez pas de quoi payer, donnez-nous une concession de 30 ans, de 90 ans sur l'exploitation de vos matières premières. Et tout ça, c'est les contreparties d'une mauvaise dette. Donc, il faudrait quand même bon, qu'il y ait quand même une conscience par rapport à l'endettement, par rapport aux investissements. Vous avez parlé de secteurs prioritaires, éducation, santé. Il y a M. Ndiaye qui parle des nouvelles technologies, des technologies, parce qu'aujourd'hui, c'est le seul secteur qui a su survivre ou en tout cas avoir des bénéfices durant cette crise. Est-ce que les investisseurs ne vont pas préférer pour les années à venir faire des investissements forts dans le secteur de la technologie plutôt que dans celui de la santé et de l'éducation? Absolument. Absolument. J'ai bien aimé en fait la position de Jacques Attali qui disait qu'aujourd'hui on parle plus de l'économie de la vie, n'est-ce pas? Il faudrait investir dans des secteurs qui prennent en compte la vie. Et quand il citait, il a parlé effectivement des nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'est un secteur incontournable. Et pour être tourné résolument vers le futur, on a besoin d'avoir une masse critique, n'est-ce pas, de jeunes, de compétences dans ces domaines-là. Donc, effectivement, la liste était loin d'être terminée. J'avais juste cité des secteurs, mais je pense aux nouvelles technologies. Je pense également à l'agriculture. Par exemple, nous sommes en train d'accompagner un projet au Nigeria
un projet qui fait 2,5 milliards de dollars. Et ce projet-là vise à mécaniser le secteur agricole nigérian. C'est un méga projet, n'est-ce pas, soutenu par le gouvernement fédéral et qui vise à vraiment donner à l'agriculture ses lettres de noblesse. Parce que le Nigeria est aujourd'hui dans une dynamique de diversification. Les Nigérians savent que le pétrole ne peut plus être la seule en fait, source de rente. Donc, il faudrait diversifier parce qu'ils ont subi de plein fouet la crise du coronavirus, je l'ai dit tout à l'heure, et que, en fait, leurs recettes d'exportation sur le pétrole ont drastiquement baissé. Et ça, il y a beaucoup de pays, l'Arabie Saoudite en est un exemple, etc. Donc, mais aujourd'hui, le Nigeria tend vers une diversification. Il faudrait aussi que dans nos pays, qu'on cherche des secteurs où on a des avantages comparatifs, n'est-ce pas? Il faudrait aussi qu'on essaie de capter les chaînes de valeur mondiales. On parle, par exemple, par exemple sur le plan de l'arachide, de l'huile. On peut capter, n'est-ce pas, sur les chaînes de valeur mondiale, des milliards de dollars. Si on se spécialise, par exemple, dans 2 ou 3 cultures, n'est-ce pas, où on a des avantages comparatifs. C'est la fameuse théorie ricardienne sur les avantages comparatifs. Donc il y a quand même une panoplie, n'est-ce pas, de mesures qu'il faudrait en fait envisager pour pouvoir profiter. Je dis bien profiter parce que le monde, quand même, nous sommes dans une dynamique d'opportunisme, n'est-ce pas, d'essayer de capter le maximum d'opportunités qui se présentent à nous, mais il faudrait de la technologie, il faudrait se préparer, il faudrait qu'on ait une jeunesse, qu'on ait une population en bonne santé. Tout cela, il faut un condensé, n'est-ce pas? Il faut agréger, n'est-ce pas, des secteurs qui pourront permettre, n'est-ce pas, d'être au rendez-vous quand des opportunités vont se présenter. Ça nous permet de faire une belle transition sur la partie 3, solutions et mécanismes de financement pour réduire le gap des investissements en Afrique subsaharienne. Quelles sont-elles? Merci beaucoup. En fait, les solutions sont là. Les solutions sont là. Je l'ai dit tout à l'heure. Une des solutions que moi je pratique depuis quelque temps, c'est le volet, en fait, assurance des investissements. À travers des institutions multilatérales. Parce que les banques internationales ont des contraintes réglementaires. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant des normes bancaires, BAL 2, BAL 3, n'est-ce pas? Donc, qui font qu'en fait, les banques ont l'obligation de se conformer à des règles prudentielles. D'accord? Par exemple, il y a ce qu'on appelle le risk-weighted asset, donc où les banques ont l'obligation, par exemple, quand ils financent, supposons, 100 millions de dollars, de mobiliser à peu près 150% de ce montant en réserve, par exemple. Donc, et pour contourner cette situation-là, les banques ont en fait la possibilité de transférer ce risque au niveau, par exemple, des institutions comme l'institution dans laquelle je travaille, qui s'appelle la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation, qui est une entité membre du groupe de la Banque islamique de développement et qui a un rating qui est de double A3. C'est un rating que peuvent bénéficier les États membres. Par exemple, aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas emprunter à des taux n'est-ce pas, intéressant si le Sénégal se positionne en tant que pays avec son rating, n'est-ce pas, financier. Donc, si aujourd'hui, derrière le Sénégal, il y a une institution multilatérale comme la nôtre qui est ratée AA, le Sénégal a une possibilité de jouer, n'est-ce pas, sur le coût de la dette, le coût de l'endettement. Donc ça, c'est des mécanismes qui sont là. Il y a aussi, en fait, tout ce qui est, par exemple, le financement des projets PPP. Je pense que le président Abdoulaye Wade a eu à l'expérimenter. L'autoroute à péage en est une preuve.
Donc, il y a des mécanismes, par exemple, sur le PPP. La Turquie a pu à se développer rien qu'avec les PPP. Aujourd'hui, par exemple, les entreprises turques n'utilisent que ce mécanisme, n'est-ce pas, pour pouvoir faire des projets, n'est-ce pas. Ils sont rompus aujourd'hui à cette pratique qui font que, par exemple, la Turquie a mobilisé beaucoup d'argent sur le plan international, n'est-ce pas, et développer les infrastructures en Turquie. Quand vous partez en Turquie, ces infrastructures n'ont rien à envier à ce qui se trouve aux États-Unis ou en France. Le Japon aussi en est un exemple. C'est des pays qui sont endettés. Parce que si tu prends les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde. Mais comment ils sont endettés? Ils ont quand même trouver le juste milieu, n'est-ce pas, entre l'endettement, les taux d'endettement, comment, n'est-ce pas, rembourser dans le temps. Donc ça, c'est de vraies compétences qu'on ne décrète pas. C'est des compétences qu'il faudrait, en fait, qu'il faudrait mobiliser. Il y a au Sénégal, nous, on rencontre régulièrement des personnes partout dans le monde qui ont des compétences très pointues dans des domaines que l'État peut utiliser en faisant des appels d'offres, des appels à candidature sur le plan international pour recruter les profils qui sont mieux à même d'aider l'État du Sénégal à se développer. Donc, il y a beaucoup de solutions qu'on peut utiliser, n'est-ce pas? Et la solution, par exemple, de l'assurance des risques politiques, de l'assurance des investissements, moi, je pense que c'est une solution qui n'est pas assez utilisée dans nos pays. Parce que les États pensent souvent que l'assurance est une sorte de coût supplémentaire à l'endettement. Or, si l'assurance des investissements, et je parle de l'assurance que nous avons, est bien utilisée, on peut s'en servir pour réduire le coût de la dette. Une dette qui devait avoir un taux d'intérêt de 5% peut passer avec l'assurance à 2%. Donc, vous voyez un peu la différence sur ce plan-là. Donc, pour moi, en fait, c'est encore une fois, c'est une question de choix, c'est une question de conscience, c'est une question comment dire, d'information. Il y a ce volet où, en fait, les intentions sont là, mais on n'a pas toutes les informations pour prendre les bonnes décisions. Et souvent, sans information ni bonnes décisions, on risque toujours d'être dans un cercle vicieux où les choses se répètent et se ressemblent. Exactement, exactement. Mais une question me tourne de l'esprit. Aujourd'hui, la clé du succès qui est vendue aux jeunes Africains en particulier, c'est celle de l'entrepreneuriat. On dit aux jeunes entreprenez, osez, il n'y a pas que les bureaux, etc. etc. Donc, ces derniers, est-ce que les investissements que vous faites les prennent en compte? Oui, écoutez, en fait, la question de l'entrepreneuriat, c'est une question pertinente. Moi, je vous remercie de me donner l'occasion de me prononcer dessus. Je pense que c'est une bonne formule. D'accord? Beaucoup de pays se sont développés à travers l'entrepreneuriat. Bon, aux États-Unis, en fait, quand vous terminez les études, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Ils ont cette culture, n'est-ce pas, de création d'entreprise. Cette culture de création de valeur. Maintenant, l'entrepreneuriat n'est pas un panacée. Ce n'est pas une solution toute faite. Parce que 80% des startups, n'est-ce pas, sont des morts-nés. D'accord? Voilà, c'est ça, c'est quelque chose de connu. Donc, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a le problème du capital de départ, n'est-ce pas? Les gens peuvent avoir
d'excellentes idées, mais ils n'ont pas en fait de soutien moral, même je prends sur le plan moral, de démarrer un business, surtout dans nos économies. En Afrique, nous sommes en Afrique, nous avons nos réalités, nous avons des goulots, n'est-ce pas, qui font qu'en fait, la question entrepreneuriale n'est pas ancrée dans nos manières de faire. Et ça, c'est lié à beaucoup de choses. C'est lié à la colonisation, c'est lié à même la structure de notre éducation. Comment l'école, on t'apprend à pas être entrepreneur, on t'apprend à travailler dans un bureau ou bien, je sais pas, à être fonctionnaire, donc pour avoir un salaire, etc. Donc, c'est la structure même de l'éducation qui doit être repensée. Moi, je pense que ça, c'est un point. L'autre point, c'est que on ne crée pas, en fait, pour créer des entrepreneurs, il faut un écosystème. L'exemple du Rwanda est illustratif. Il crée des cadres, n'est-ce pas, qui permettent à l'entrepreneur d'atteindre son objectif. La Silicon Valley est un exemple. Donc, c'est des endroits où, par exemple, dans des domaines spécifiques, un entrepreneur peut trouver tous les moyens, les mécanismes, n'est-ce pas, les structures, les infrastructures qui permettent de passer de l'idée de projet à un projet et au développement de ce projet. De sorte que s'il sort, par exemple, de cette plateforme-là, il sort avec quelque chose. Il peut sortir, par exemple, d'une plateforme pour pouvoir, par exemple, s'établir quelque part et développer, n'est-ce pas, une solution. D'accord. Parce que souvent, on peut démarrer, mais on n'a pas, en fait, la solution, l'idée de projet n'a pas atteint un certain degré de maturation qui peut être utile. Parce qu'à la fin de la journée, un entrepreneur doit en fait créer de la valeur, doit créer quelque chose d'utile qui puisse intéresser, soit rendre facile la vie des gens, ou bien en fait créer des solutions, n'est-ce pas, de la vie de tous les jours. Et c'est ça qui fait que en fait l'entrepreneuriat peut créer des émules. Mais moi je pense que il faudrait, par exemple, l'encadrer. Il faudrait peut-être, je ne sais pas, une direction de l'entrepreneuriat qui a tous les moyens qu'il faut pour, n'est-ce pas, pour faire éclore des pépites, n'est-ce pas, des pépinières d'entrepreneurs qui pourront demain être des champions nationaux. Je l'ai vu en Afrique du Sud. Un jour, j'ai discuté avec un Sud-Africain dans une cérémonie. On parlait de politique, je lui parlais de l'État, etc. Il m'a dit, mais écoute, nous, le président, il peut être n'importe qui, ce n'est pas notre problème. Nous, ceux qui sont importants, c'est le peuple. C'est nous qui créons de la valeur ici. Ce n'est pas le politicien de gauche ou de droite. Nous sommes plus importants que les politiciens. Donc, et je me suis dit, j'ai tiré une conclusion, je me suis dit, il faut qu'on arrive à ce degré de conscience. Que les gens savent que, n'est-ce pas, ce n'est pas la politique qui va créer de la valeur. C'est les personnes, n'est-ce pas, c'est les individus pris individuellement qui ont cette capacité de créer de la valeur, cette capacité, n'est-ce pas, d'éclore, cette capacité de devenir riche et de devenir champion pour le bien de tout le monde. Exactement, exactement. Monsieur Thiaw, je pense qu'on aura tenu notre promesse de vous retenir 1 heure de temps aujourd'hui. Wow, c'est passé trop vite. 1 heure, 3 minutes. Ça passe vite, ça passe très, très vite. En tout cas, merci encore. Et vous avez terminé par une note d'espoir. La note d'espoir, c'est qu'il y a énormément de perspectives encore sur le continent, dans le pays. Il y a plein de choses à faire. Cette crise a peut-être ralenti les choses, mais c'est aussi un moment pour qu'on puisse se recadrer et qu'on puisse voir tous les mois comment enfermer nous dans nous, sans pouvoir appeler à l'aide, au secours. Et quand ceux qu'on appelle refusent d'annuler, en tout cas, les dettes que nous avons, ça nous permet de nous recentrer et de recadrer notre vision et nos ambitions par rapport à ce qu'on veut léguer aux générations futures.
Monsieur Thiaw, un mot de la fin? L'occasion de vous remercier et de remercier toute l'équipe de LEC Africa, JIDER et tous vos partenaires, de te remercier toi, Fanta. Je vois l'excellent travail que tu fais, que LEC Africa est en train de faire. Je vous regarde bien à distance, mais j'apprécie quand même ce travail que vous êtes en train de faire. Et donc, je voudrais vous remercier pour ça et vous encourager à continuer sur cette lancée. Et le mot de la fin, c'est peut-être une note. Ce sera en lépou, hein, le mot de la fin, en Wolof. En Wolof, waaw. Ah oui, en Wolof. On va pas avoir un lépou et pas parler Wolof. Mot de la fin bi mooy ñi ngi leen remercier bu baax et puis di wax jeunesse bi aussi jeunesse africaine bi yëpp moo xam Sénégal moo xam diaspora bi moo xam en tout cas dëkk bu ñu mën a nekk nañu gëm ni l'Afrique de demain c'est nous et que kenn mënul ñëw defaral ñu Sénégal wala defaral ñu Afrique te duñ ci dugal suñu loxo comme disait le président Lamine Gueye, ce qui se fait pour nous sans nous se fait certainement contre nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Thiaw. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Twitter, Zoom, Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain, Inch'Allah. Et prenez soin de vous. N'oubliez pas les gestes barrières. Portez vos masques quand vous sortez. À jeudi, Inch'Allah. Au revoir. Merci encore, Ibrahim Mohamed. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Ok, au revoir. Somebody else in Sénégal. 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 Ce pays qui m'a vu grandir. Cette terre qui a vu mes premières larmes et mes fous rires. A besoin d'un crayon pour dessiner les sourires. Tel des rayons de soleil pour t'accueillir. Je sais qu'il parle par le fort, à travers et à tort. On marche pour le transport et quoi encore. Ici il n'y a pas de métro, pas de tram, ici c'est la situation noire, car rapide, n'y a gagné le pouce-pouce. Tout pour dans une débutterie où Kandela, Kentema.